Bonjour et bienvenue dans cette correction de quiz série numérique niveau 1. Il y aura un niveau 2 à suivre et on va corriger pas mal de questions sur les séries numériques, questions assez classiques au final. Comme d'habitude, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous souhaitez le faire tout seul et je corrige dans la foulée. Alors, première question, on a une série des 1 sur racine de n, ln de n, et on demande si elle est convergente ou divergente, et la bonne réponse est qu'elle est divergente. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez une relation de comparaison assez classique qui dit que ln de n à n'importe quelle puissance bêta est toujours un petit taux de n à la puissance alpha. Ceci pour tout alpha, bêta, strictement positif. Bien entendu, c'est étant plus l'infini. Ainsi, ce qu'on peut avoir ici, c'est que par exemple, on peut écrire que ln de n ici est un petit taux de n puissance 1 quart, et que si j'utilise dans la relation de comparaison en passant au dénominateur, on va avoir tout simplement que 1 sur n puissance 3 quarts va être un petit taux du terme général de ma série. Or, si je regarde la série des 1 sur n puissance 3 quarts, c'est une série de Riemann divergente. Et donc, j'en déduis que cette série diverge, et donc la série que je regarde diverge également. Deuxième question, la série des 1 sur n ln de n, et celle-ci, elle est également divergente. On pourrait tenter de faire le même type de comparaison, mais en fait, on ne va pas pouvoir ici, puisqu'on a affaire à du n, ici, à la puissance 1, alors qu'ici on avait du racine de n, n à la puissance 1 demi. Si on essaie de faire des comparaisons avec des séries de Riemann, on est exactement dans le cas limite. En fait, on est face à une série de Bertrand, on est exactement dans le cas limite d'une série de Bertrand également. Et la façon de justifier ceci, puisque les séries de Bertrand ne sont pas au programme et donc tous les résultats sont à redémontrer, c'est par une comparaison série intégrale. Donc ici, la série est de même nature que l'intégrale associée. Donc même nature que l'intégrale entre 2 et plus l'infini de 1 sur t ln de t dt, en tant qu'intégrale généralisée. Or, ici, si je prends la fonction f définie par celle qui a t associe 1 sur t ln de t, si je cherche une primitive de cette fonction, je vais avoir quelque chose de la forme u' sur u. Donc une primitive de cette fonction sur l'intervalle, par exemple 2 plus l'infini, va être ln de valeur absolue de ln de t. Et cette fonction-là, cette primitive, a une limite en plus l'infini, qui est plus l'infini. Donc, cette intégrale ici est une intégrale divergente, et donc la série est divergente. Ce qui conclut le petit 2. On continue avec quelque chose du même genre, mais vous voyez ici apparition d'un carré, et on est face à une série de Bertrand qui cette fois-ci est convergente. Et pour le redémontrer, sur ce cas limite-là, il faut encore faire une comparaison série intégrale. Donc on peut tout à fait le faire un petit peu différemment avec des bornes finies. On peut tout à fait regarder par comparaison série intégrale le calcul de cette intégrale-là. Ici, t ln de t au carré dt. Celle-là, si je calcule une primitive de la fonction qui est sous l'intégrale, on va avoir du moins 1 sur ln de t pris entre 2 et n. Donc on va avoir du moins 1 sur ln de n plus 1 sur ln de 2 qui va bien tendre, lorsque n tend vers plus l'infini, vers une constante. Donc cette intégrale-là, quand on va faire tendre n vers plus l'infini, aura une limite finie, donc on aura bien une intégrale entre 0 et plus l'infini de 1 sur t ln de t au carré, qui sera une intégrale convergente. Donc la série sera aussi
convergente par le théorème de comparaison série intégrale. À vous de revoir les hypothèses exactes d'utilisation de ce théorème. On continue avec la question 4. Donc on a quelque chose, un ln cette fois-ci qui est au numérateur et un n puissance 3/2. Alors ici, le logarithme qui est au numérateur va tendre vers plus l'infini. On a quelque chose qui tend vers plus l'infini au dénominateur, mais clairement, le n puissance 3/2 l'emporte. Même encore mieux, 3/2, on va dire que c'est 1,5. Et ce que l'on va même pouvoir dire, c'est que ici, le ln de n sur n puissance 3/2, on va pouvoir dire que c'est un petit taux de 1 sur n puissance 1,25 par exemple. Pourquoi? Toujours par rapport à cette même relation de comparaison, on a dit que ln de n était un petit taux de n puissance alpha avec n'importe quel alpha strictement positif, toujours quand n tend vers plus l'infini. Je vous laisse trouver quel alpha j'ai pris pour écrire cette relation de comparaison. Or, la série des 1 sur n puissance 1,25, elle converge en tant que série de Riemann de paramètres supérieurs strictement à 1. Donc ici, par comparaison de séries positives, bien sûr, on a une série qui converge. Voilà pour la question 4. Pour la question 5, on se retrouve face à une série que l'on connaît. Il s'agit d'une série de Riemann. Donc, je peux juste la réécrire pour la mettre vraiment sous la forme classique d'une série de Riemann. Hop là. Et d'après le cours, il y a juste le cours à citer. Cette série converge si et seulement si alpha est strictement supérieur à 1. Ça, c'est une question classique. Question suivante. Alors, 6, on est face à une série, on devrait reconnaître là tout de suite une série géométrique. Une série géométrique, il y a convergence si et seulement si P en valeur absolue est strictement plus petit que 1. Tous les autres cas, il n'y a pas de convergence puisque on a un terme général qui ne tend même pas vers 0, donc on a une divergence grossière. Et je vous rappelle au passage que la somme infinie des p puissance n est toujours égale à 1 sur 1 moins p, bien entendu, avec la condition cochée. Pour la suite, dans le 7, on voit qu'on a quasiment la même série, sauf qu'on a un facteur n multiplicatif devant. Et là encore, on va avoir exactement la même réponse au final. Donc on va avoir que p doit être strictement plus petit que 1. Alors, si on regarde pourquoi, on va toujours avoir la possibilité d'écrire que n au cube fois p puissance n, dans le premier cas, est toujours quelque chose qui tend vers 0, lorsque n tend vers plus l'infini par croissance comparée. Donc n fois p puissance n, c'est un petit taux de 1 sur n au carré. La série des 1 sur n au carré converge, donc par comparaison, deux séries, alors non plus à terme positif, mais deux séries absolument convergentes. On a l'absolue convergence de cette série, donc la convergence. Dans tous les autres cas, on va avoir des valeurs de P potentiellement qui font que la série n'est plus, le terme général de la série ne converge plus vers 0, donc on a une divergence grossière et on a bien la même réponse que la question précédente. On enchaîne sur la question 8, laquelle ou lesquelles de ces séries convergent? Eh bien, on va commencer par écarter dans un premier temps celle dont le terme général ne tend pas vers 0. Donc, on va commencer par écarter la première, le terme général oscille entre -1 et 1. La deuxième, le terme général a des valeurs qui grandissent en valeur absolue et qui tendent vers plus l'infini ou moins l'infini. Les suites extraites des termes pairs tendent vers plus l'infini, les suites extraites des termes impairs tendent vers moins l'infini. Et la dernière, vous avez encore des valeurs qui oscillent en restant bornées au niveau du sinus, mais qui ne tendent pas vers 0.
Et la troisième, eh ben, ce qui se passe, c'est que c'est l'unique bonne réponse. Il faut quand même prouver la convergence, mais la convergence vient du critère spécial des séries alternées, que je vais abréger par CSSA, qui dit que si jamais j'ai une série DUN, telle que moins 1 puissance n fois UN, soit de signe constant, si jamais UN en valeur absolue, la suite des valeurs absolues de UN décroît vers 0, donc alternance plus suite des valeurs absolues de UN décroît vers 0, alors la série converge, ce qui est bien le cas ici. La suite des 1 sur ln de n tend bien vers 0 en décroissant. Question 9. Question 9, cochez toutes les affirmations correctes. Alors, on regarde la somme d'une série convergente et d'une série divergente est divergente. C'est tout à fait vrai. La convergence d'une série ne pourra jamais compenser la divergence d'une autre série. Quand on va faire la somme, ça va rester divergent ici. La somme de deux séries divergentes est divergente. Alors, la somme de deux séries divergentes est divergente. Là, en revanche, c'est pas correct, puisqu'il suffit comme contre-exemple de voir que la série des n diverge, la série des moins n diverge aussi. Si je fais la somme des deux, en tant que série, ça va faire la série nulle, et la série nulle converge, donc celle-ci n'est pas correcte. La somme de deux séries positives divergentes est divergente. Alors ça, par contre, ça va devenir correct. Comment le prouver très facilement? Tout simplement parce que la somme de deux séries positives divergentes, c'est une série qui est plus grande à la fois que l'une et que l'autre des séries. Comme chacune des deux est une série divergente, clairement par minoration, on a bien prouvé que la somme était divergente. La somme de deux séries convergentes est convergente. Oui, vous avez prouvé dans votre cours que l'ensemble des séries convergentes était un sous-espace vectoriel de l'ensemble des séries. Donc ça, c'est un résultat de cours. On continue avec la question 10. Alors, question 10. Si la suite UN converge, alors la série des UN converge. Bon, clairement non. On peut tout à fait prendre comme contre-exemple la série des 1 sur n. Le terme général 1 sur n, il tend bien vers 0, en plus l'infini, donc converge bien, et pourtant la série des 1 sur n diverge. J'aurais même pu prendre la série des 1, où la suite des 1 est une suite constante qui converge bien, et pourtant la série diverge grossièrement. Si la suite UN converge vers 0, alors la série des UN converge, c'est tout à fait faux. Je viens avec mon premier contre-exemple de prouver que c'était faux. Tandis que la troisième réponse, si la série des UN converge, alors la suite UN converge, c'est effectivement une condition nécessaire de convergence. Si la série des UN converge, vous avez de manière évidente que le terme général UN, la suite des UN, doit aussi converger vers 0, donc converger. Voilà, moins précis, donc réponse correcte. Question 11. Toujours cocher toutes les affirmations correctes. Si la série des UN converge, alors la série des valeurs absolues de UN converge. Ça, c'est faux. C'est faux. On peut penser, par exemple, à la série alternée de Riemann, la série des moins 1 puissance n sur n pour n supérieur ou égal à 1. C'est bien une série convergente grâce au critère spécial des séries alternées, toujours abrégé par CSSA. Et pourtant, ici, on a la série des valeurs absolues de UN, c'est la série harmonique qui diverge. Donc première réponse, fausse. Deuxième réponse, si la série des valeurs absolues de UN converge, alors la série des UN converge. Ça, c'est correct. C'est une propriété de votre cours qui dit que la convergence absolue, je vais abréger par CVA, implique la convergence de la série.
Et enfin, la dernière proposition, si la série des UN converge, alors la série des -1 puissance n UN converge. Et bien ça, c'est totalement faux, et on peut toujours prendre pour contre-exemple le contre-exemple qui est là. Donc, la dernière est fausse. On continue avec la question 12. Si jamais la suite UN est strictement positive et diverge, alors si elle est strictement positive et qu'elle diverge, a priori, on peut imaginer qu'elle diverge vers plus l'infini, pas forcément, hein. Elle peut aussi faire des diverger tout court. On pourra prendre un exemple déjà de suite qui diverge vers plus l'infini. Alors, la série des 1 sur n ln de n converge. Alors on pourrait se dire, ah, il y a des chances que ça converge puisqu'on est légèrement plus petit que la série des 1 sur n, qui est le cas limite au niveau des séries de Riemann. En fait, non. Il suffit de prendre une suite qui diverge de manière très lente vers plus l'infini, comme la suite des ln de n, qui tend vers plus l'infini en plus l'infini. Et dans ce cas-là, je m'intéresse à la série des 1 sur n ln de n, et celle-ci, on a prouvé que cette série-là, elle était divergente dans les premières questions. C'était la question du quiz. Donc, la bonne réponse à cette question est que c'est faux. 13e question. Si jamais la série des UN converge, alors la série des UN au carré converge. Alors, ici, c'est faux. Alors, c'est faux, pourquoi? Bah, on pourrait par exemple prendre la série des -1 puissance n sur racine de n. Celle-ci, elle converge grâce au critère spécial des séries alternées encore. Et si je regarde la série des UN au carré, on va avoir la série des 1 sur n, et celle-ci, elle diverge grâce donc au critère de Riemann. Donc, réponse fausse. Pose la même question, mais au niveau de la réciproque, et on a ajouté un mot quand même, c'est la convergence absolue. Vous voyez que j'ai pris pour le 13 un exemple de suite de série qui n'était pas positive. Si la série des UN converge absolument, alors la série des UN au carré converge. Alors on pourrait se dire qu'on peut trouver un contre-exemple, en fait non, on ne peut pas trouver de contre-exemple. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que si la série des UN converge, alors même pas forcément absolument dans un premier temps, mais on a rappelé dans une des questions précédentes que ça impliquait que UN tendait vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Si UN tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, on va avoir du coup que UN au carré, ça va être UN fois UN, donc ça va être un petit o de UN. Donc on va pouvoir faire des comparaisons. Or, il ne s'agit pas de séries positives, donc on va rajouter des valeurs absolues. Puisque pour faire des comparaisons de séries, il faut que les séries soient positives ou qu'il y ait convergence absolue. Et donc ici, je vais avoir que UN au carré est un petit o de valeur absolue de UN. Or, la série des valeurs absolues de UN converge. Donc, par comparaison de séries positives, et bien dans ce cas-là, j'ai bien que la série des UN au carré converge. Elle converge même absolument, mais elle converge. Voilà. Même si on avait des nombres qui, a priori, étaient complexes, on aurait bien pu écrire ce genre de raisonnement. Donc, c'est vrai dans le 14. Question 15. Si UN est un petit o de 1 sur n, alors la série des UN converge. Eh ben, on pourrait se dire, c'est légèrement plus petit, UN est légèrement plus petit que le cas limite d'une fonction, enfin d'une série de Riemann, donc on va sûrement avoir convergence. C'est faux. C'est faux, même si UN était positif, on pourrait même supposer que UN est positif. Vous pouvez prendre comme contre-exemple le même qu'on a déjà pris, 1 sur n à ln de n. Vous avez bien la relation de comparaison qui est vérifiée, sont positives,
Et on a déjà vu que la série des 1 sur n ln de n était une série divergente. Donc, c'est faux. Question 16. Alors, un petit peu plus de travail. On va cocher toutes les affirmations correctes encore une fois. Si un est un petit taux de moins 1 puissance n sur n, alors la série des un converge. Alors on pourrait se dire, ah c'est un petit taux d'une série, d'une terme général, d'une série convergente. Donc oui, je peux avoir convergence de la série des un, mais en fait, on n'a pas des quantités qui sont positives. Donc je peux tout à fait écrire par exemple que un, je pourrais tout à fait prendre 1 sur racine de n. 1 sur racine de n, c'est bien un petit taux de 1 sur n. Donc, du coup, ici, vous avez bien une série des un qui diverge et qui est bien pourtant petit taux de moins 1 puissance n sur n. Donc, du coup, première réponse incorrecte. Deuxième réponse. Alors, deuxième proposition. Si jamais un est égal à petit taux de 1 sur n au carré, alors la série des un converge. Alors, on pourrait se dire, c'est toujours pas positif, on va pouvoir trouver un contre-exemple. En fait, ici, on ne pourra pas trouver de contre-exemple parce que si jamais on a la relation de comparaison sur un qui est de signe quelconque, même complexe, on va toujours pouvoir écrire la relation de comparaison en rajoutant des modules ou des valeurs absolues. Donc ici à droite, ça va rien changer dans le petit o, et on va avoir en fait tout de suite par comparaison que la série des un, elle converge, mais elle converge absolument. Et si c'est une série absolument convergente, eh ben, on va avoir une série qui est aussi convergente. Donc, c'est vrai. Dernière proposition, on est un peu avec une extension de la seconde proposition. On regarde la série des AN UN. Et on va pouvoir tout simplement, vous avez un argument assez similaire, majorer ou écrire des relations de comparaison entre AN, UN et ce que l'on a. Donc les AN sont bornés, donc on va pouvoir dire que AN, UN va être inférieur à une certaine valeur M fois la valeur absolue de UN, et que ceci va être un grand taux, un petit taux même, de 1 sur n au carré, vu que un est un petit taux de 1 sur n au carré. Donc par comparaison, deux séries, on va avoir que la série des AN UN converge absolument, donc converge. Donc c'est vrai. Alors on arrive au terme, il reste encore 3 questions. Question 17, si jamais on a une inégalité qui est vérifiée pour tout n entre un et vn, si la série des vn diverge, alors la série des un diverge. Alors on pourrait se dire, il s'agit de comparaison classique, si la plus petite des séries diverge, alors la plus grande des séries va aussi diverger. Et bien malheureusement c'est faux, ça ne fonctionne pas, tout simplement parce que on n'a qu'à prendre une série des Vn qui divergent mais vers moins l'infini. Donc si je pose par exemple Vn est égal à moins n, et si je pose un qui est égal à 0, on a bien que un est supérieur à Vn, ceci pour tout n, mais on a que la série des un converge, bien entendu, et la série des Vn, par contre, elle diverge, et bien entendu, ce qui a fait marcher la chose, c'est que ça divergeait vers moins l'infini. Donc, on a quelque chose qui est faux. Question 18, une question classique qu'on retrouve dans pas mal de sujets de concours. Si jamais un et vn sont équivalents, en plus l'infini, alors la série des un et la série des vn sont de même nature. Et question classique et piège classique, en fait c'est faux. Alors c'est faux, ça devient vrai quand les séries sont de même sont de signe constant, donc une série positive ou tout le temps négative, et ça devient faux dans le cas général. Alors le contre-exemple
c'est le plus classique, c'est celui-ci. Vous allez avoir un qui est égal à moins 1 puissance n sur n, et vous allez prendre que Vn va être égal à un auquel vous allez rajouter, alors excusez-moi, j'ai oublié la racine carrée, un plus 1 sur n. Vous allez donc bien avoir que 1 sur n est un petit taux de moins 1 puissance n sur racine de n. Et vous allez donc bien avoir que Vn est équivalent à un en plus l'infini. Pourtant, la série des VUN va converger, toujours à cause du critère spécial des séries alternées, et la série des VN va diverger. Pourquoi? Puisque vous allez avoir la somme d'une série divergente, une série convergente, avec une série divergente. Donc, on a bien des séries qui sont pas de même nature. Donc, la question 18, la réponse c'est bien faux. Et le final, la question 19, qui est donc une question d'oral classique de CCINP, anciennement CCP. Donc, la série des ln de n moins ln de n plus moins 1 puissance n. Alors, dans un premier temps, on va donner un nom à un terme général de la série. On va l'appeler un. Et on va bien entendu pas le laisser comme ça. On pourrait se dire, tiens, peut-être qu'on voit un télescopage, mais ça dépend de la parité de n, parce que je vais avoir du ln de n moins ln de plus ou moins 1. Mais au final, on se rend compte que ça commence à être compliqué. Le mieux, c'est de tout mettre dans le même logarithme. Donc ici, on va avoir quelque chose. Alors, on pourrait écrire, bien entendu, on va utiliser ln de a moins ln de b. On va peut-être le réécrire très légèrement. On va, hop, dans un premier temps, l'écrire comme ceci. On se rend compte que c'est pas forcément la meilleure écriture que l'on puisse avoir, puisque le dénominateur est plus compliqué que le numérateur. Donc, quitte à mettre un signe de moins devant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'écrire plutôt comme ceci. Voilà. Bien entendu, on ne le laisse jamais sous cette forme-là. On va d'abord l'écrire sous la forme ln de 1 plus moins 1 puissance n sur n. Et puis on va y aller un petit peu naïvement. On va commencer par regarder, faire un équivalent. Voilà. On va faire un équivalent. Hop, un va être équivalent. Alors le moins qui est devant, ln de 1 plus x, quand x tend vers 0, est équivalent à x, comme moins 1 puissance n sur n tend vers 0 en plus l'infini, je vais avoir ce genre d'équivalent. Alors ici, je regarde un petit peu ce qui se passe. Alors attention, je ne suis pas en présence de séries positives, donc elles ne sont pas positives, donc mes équivalents ne me servent pas pour conclure sur la nature de la série des UN. Là, c'est une grosse erreur à éviter. Par contre, si jamais je passe aux valeurs absolues, j'ai tout à fait le droit au niveau des équivalents de passer aux valeurs absolues ou aux modules. Et donc dans ce cas-là, ça m'implique que un en valeur absolue est équivalent, toujours en plus l'infini, 1 sur n. Autrement dit, la série des valeurs absolues ou modules de un, ici c'est des valeurs absolues, elles divergent par comparaison de séries positives. Donc, clairement, je peux rayer qu'il n'y a pas la convergence absolue. Il n'y a pas convergence absolue. Y a-t-il convergence? Alors, y a-t-il convergence? On en revient à cet équivalent-là. Je ne peux pas l'exploiter. Je ne peux pas l'exploiter parce que la série n'est pas positive. Ou en tout cas à terme de signe constant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer mon équivalent par quelque chose de plus précis. Qu'est-ce que j'ai de plus précis qu'un équivalent? J'ai un développement limité. Donc on va rappeler le développement limité de ln de 1 plus grand x, quand grand x tend vers 0. Donc vous allez avoir le premier terme, bien entendu, c'est x. Ensuite, vous allez avoir moins x au carré sur 2 plus petit o de x au carré. Je vais l'utiliser ici pour le développement limité de un, asymptotique, quand n tend vers plus l'infini. Je vais donc avoir du
moins 1 puissance n sur n, je retrouve ce qu'il y a. Et puis à la rigueur, sans vouloir aller aussi loin que l'ordre 2, je peux tout à fait dire ici en fait que tout ça, c'est comme si c'était un grand O de x au carré. Donc moi, je vais tout mettre dans un grand O. De quoi? De x au carré, et ben ça va nous donner du 1 sur n au carré. Est-ce que ça va être suffisant? Alors, regardons. Le premier terme, si je décompose en deux, série des moins 1 puissance n sur n, bah, ça va correspondre à une série qui va être convergente. Pourquoi? Toujours par le critère spécial des séries alternées. Puis il va me rester un autre morceau qui va être une série de termes généraux que je pourrais appeler Vn par exemple. Une série des Vn où chaque Vn est un petit O de 1 sur n au carré. Et bien ma série des Vn, donc si Vn c'est ce qui est dans mon grand O, et ben je peux dire que c'est une série qui est absolument convergente. J'aurais pas pu dire ça avec juste mon équivalent, mais avec un développement limité en cherchant un ordre plus loin, je peux dire que le terme d'ordre 2, ce qu'il y a dans le grand O, va être le terme général d'une série absolument convergente. Donc, par somme, j'aurai que la série DUN converge. Donc, elle ne diverge pas, forcément. Voilà qui clôture ce quiz un petit peu long sur les séries numériques, le niveau 1, et puis il y aura sûrement prochainement un niveau 2. Je vous remercie de votre attention.